que el maestro Venga. Cyril. Bienvenido, Cyril. Bien. Gracias, sí, está bien así, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Que podemos empezar ya o esperamos un poco? Como vous voulez, como tú quieras. Todo legal. Es que todavía está gente llegando, me parece, pero ves. Salud. Gracias. Tu connais les maths, Mohamed? Qui? Les maths, tu connais? Ah oui, oui, bien sûr. Les Arabes de Syrie, ils boivent des maths, de Liban. Ouais. Mais je ne sais pas si les Arabes de Maroc boivent des maths. Non, ils boivent du thé. Mais moi, je n'ai pas au bureau du thé, mais j'ai de l'eau, tu vois. Le classique. Eh oui. Ouais. Et vous connaissez les limoncello? Voilà. Ah, El limón que haces tú, Horacio. Les Ah oui, limoncello, au c'est Maroc. tout en face de Maroc, c'est d'Italie. ah oui, ah oui. C'est vrai. Eh oui. Ouais. Ouais, c'est Nous Gédéry, sommes là. très serrés, estamos muy contentos, Mohamed. Nous sommes très serrés, Mohamed. Allez, tu veux que je commence? Non, je vais te faire une introduction, Mohamed, en espagnol, D'accord. avec le petit support là. Et après, toi, tu pourras aussi partager ton écran. Ah, tu me diras ça, oui. Voilà. Si tu as ton fichier PowerPoint qui est ouvert, tu pourras le partager en choisissant le petit bouton de partage en bas dans la fenêtre Zoom. Oui, mais il est où, là? Attends. Parce que là, ton écran, il me cache Oui, c'est la normal. mienne. Et quand je le retirerai, tu verras, il reviendra. Très bien. Mais c'est joli ce que tu as fait, là, franchement. Ah, c'est joli, hein, tu vas voir, j'ai mis quelques photos pour te présenter. Ah, merci beaucoup, ouais. Et tu m'enverras ça, hein, parce que c'est joli. Ok. Pues podemos empezar quizás, ¿no? ¿Cuántos somos? 23 hasta ahora. Venga. Quizás voy a empezar un poco la presentación de Mohamed Oudada. Y como lo hemos dicho esta mañana en la apertura, dentro del triple evento hay también la organización de la Red Internacional de Inteligencia Territorial. Y Mohamed Oudada, como Horacio y otras gente que participan estos días, viene de esta red también. Es la red que tenemos en común. Y veis así un poco la presencia de las personas de investigación y de actores también de la red en el mundo. Pero bueno, como no es tanto el tema, la idea es hoy de presentaros a Mohamed Oudada, que es un doctor en geografía, su temática es la geografía. Ha tenido su doctorado en Francia y ahora es profesor de geografía en Marruecos, en la ciudad de Agadir. Es también vicedecano en cargo de la investigación y de la cooperación en su Facultad de Lenguas, Artes y Ciencias Humanas y coordinador del equipo de investigación que se llama Espacios Sociedades, como se dice, medio ambiente y también desarrollo medio ambiente. Dentro de territorial, sí, también. Y dentro de INTI, Mohamed trabaja en esta red desde 2013, 2012, por ahí, y es miembro del Consejo Científico, coordinador del eje científico sobre la observación cooperativa, y también es responsable y referente de INTI para el Marruecos. Y bueno, por lo que hemos hablado Mohamed y yo, hoy normalmente Mohamed va a hablar de la injerencia territorial, como es el asunto central de esta red también, y cómo lo ha manejado él para el desarrollo del sur de Marruecos, con un ejemplo de un trabajo hecho en una valle de Ouarzazate,
en el sur este de Marruecos. Mohamed, j'espère que tu as pu suivre ce que je disais en espagnol, mais je suppose que oui, avec aussi les diapositives. Donc maintenant, je vais te laisser la parole. Je vais arrêter de partager mon écran et tu vas pouvoir partager le tien. Hago como el Papa, hein, en espagnol, en français. Si... À toi, Mohamed. Tu vois en bas le bouton partager l'écran, le bouton vert. Allô, tu ne fais pas ton micro, Mohamed. Il faut que tu mettes ton micro. Ah non, il faut que tu cliques sur le petit micro. C'est bon, oui. Voilà, c'est bon. Écran partagé, c'est ça? Ouais, partager. Voilà. Super. Et là, tu peux mettre en grand si tu veux, comme les outils du présentateur, hein, si tu préfères. Comme tu veux. C'est bon? Ça va. C'est bon, Cyril. En tout cas, c'est visible comme ça pour moi, mais si tu veux le mettre en présentation en grand, c'est possible aussi. Ça se voit bien, là? Elle est bien. Je l'ai grandi, là. Je l'ai agrandi. Pour l'instant, moi, je ne le vois pas en grand, mais c'est pas grave. Tu peux essayer d'y aller. J'ai aimé ce que tu m'avais dit. Non, mais on voit ton écran si tu veux, mais ça n'est pas. Pour moi, je ne le vois pas en présentation comme d'habitude. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois les vignettes à gauche. Ah. Tu peux cliquer sur le petit bouton qui est en bas à droite à côté de 100%. Tu le vois en bas à droite? Non. Ah oui. Comme quand tu fais une présentation normale, tu sais? Oui. Dans Diaporama ou je ne sais pas, en menu Diaporama par exemple. Non, je ne vois pas là, Philippe. Cyril, je ne vois pas. C'est pas grave, c'est lisible comme ça, alors vas-y. D'accord. Merci, et Cyril. Donc, Mohamed Oudada, je suis très heureux d'être avec vous. J'entends des bruits, Cyril. Perdona, si te podía cortar los micrófonos de la gente, yo no puedo hacerlo desde aquí. Como no estoy el animador, no tengo el derecho de hacerlo, pero si se podía cortar los micrófonos de la gente, sería muy bien, por favor. Gracias. Voilà. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs, Cyril, Horacio et toute l'équipe qui a veillé sur l'organisation de cette conférence. Donc, mon intervention, il est intitulé « L'intelligence territoriale au service du développement au sud du Maroc, l'exemple du droit Ouarzazate ». Mon intervention, ça s'articule autour de trois éléments. Le rôle de l'intelligence territoriale dans le cadre de la coopération scientifique entre l'Université de Franche-Comté et celle de Agadir, Université Ibn Zahra. Je veux tracer l'historique et l'histoire de cette coopération, également les résultats, et puis quelques exemples de territoires possibles dans ce sud marocain en faisant référence à l'intelligence territoriale. Donc, le projet d'observatoire du DRA date un petit peu, mais il veille, son objectif, c'est la valorisation des territoires de la province de Ouarzazate au sud du Maroc. L'objectif également, c'est le développement de l'information et au service de la communauté territoriale, afin d'aider les autorités à prendre des décisions au service de ce territoire marginalisé et périphérique. Il veut également contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de cette population qui vit aux marges du Maroc. Ce milieu, ou cet espace périphérique, il est marginalisé également par la nature parce qu'il reçoit moins de 100 mm de précipitations annuelles. Les caractéristiques
de cette région, au niveau économique, la population vit de l'agriculture, mais traditionnelle et non pas commerciale. Et c'est l'aspect ou les spécificités de ce territoire saharien. La coopération scientifique, ce projet s'inscrit dans la durée. C'est la coopération entre notre laboratoire Espace, Société, Environnement et Aménagement et Développement et KLMT de Franche-Comté. Parmi les premiers résultats, en 2018, c'est le développement du programme enseignement supérieur Campus France en 2012 avec le groupe international GDRI. Et puis, également, le développement d'un projet de coopération scientifique entre le CNRS et le CNRST, dans le cadre de l'appel à projet CNRS-CNRST 2015-2016. Et les derniers résultats de cette coopération, c'est l'organisation du colloque à Ouarzazate en 2015, en novembre 2015. Mais c'est quoi la province de Ouarzazate? Quelles sont les caractéristiques physiques et humaines de cette région? Ouarzazate, située au pied du Haut Atlas, autrement dit, sur le versant sud du Haut Atlas. Il est coincé entre le Haut Atlas et l'Anté-Atlas, mais il aborde le désert au sud. C'est la porte du désert à partir du Haut Atlas et de l'Anté-Atlas. Autrement dit, Ouarzazate, elle est en amont de la vallée du Dra. Et cette vallée est constituée de 6 oasis, 6 successives jusqu'au Mahamid, en passant par Zaboura et Agdez. C'est cette oued, artère de vie en avant du désert, qui est l'artère de vie de cette région. Elle est loin de la capitale. Mohamed, excusez-moi. Oui. Je ne sais pas si, parce qu'on écrit dans les messengers, si on va faire la traduction à l'espagnol. Il y a des personnes de divers pays pour faire la traduction. Est-ce que, je ne sais pas comment est-ce qu'elle fera la traduction français-espagnol, si Cyril fera toute la traduction de temps en temps. Moi, je pense que c'est mieux, oui. Et pareil, mais mon cher ami, si avec les diapos du PowerPoint. Oui. Parce que oui, on regardait qu'une diapo encore. Oui, d'accord. Tu restais bloqué sur la première, effectivement. Oui. Celle-là. Oui. Non, j'ai parlé de Ouarzazate, là. La province, la situation géographique. Et oui, mais on ne voit que la première, nous. On ne voit que la première. Tu ne changes pas les diapositives. C'est ça que je te dis. Là, non. Toujours pas. Moi, je l'ai fait, mon ami. Non, pas nous. On ne voit que la première. En portuñol, ce que está pasando, c'est que Mohamed pensaba que había pasado muchas diapositivas. Ha pasado una sola. Mais écoute, ha percatado que solo pasó una. Mohamed, en haut, on voit qu'il y a un truc qui est écrit qui s'appelle reprendre le diaporama. Il faudrait que tu cliques là-dessus parce que là, tu as été bloqué quelque part. Reprendre, c'est où ça? Mais je ne sais pas. Nous, sur notre image, vraiment, ça ne marche pas. Ou alors, coupe le partage et recommence le partage. Mais c'est ça que je... Ouais. C'est pour ça que je t'avais demandé de me l'envoyer, hein, parce que je savais que tu aurais des problèmes techniques. Voilà, là, c'est mieux. Là, ça marche. Ça marche. Il vaut mieux rester comme ça et ne pas être en diaporama. Ouais, il vaut mieux rester assis. Comme ça? Voilà, là, c'est bon. Là, on voit qu'on Donc, je te laisse traduire ce projet d'observatoire que tu connaissais, Philippe, Cyril. Oui, moi, c'est Cyril. Moi, si tu te confonds avec Philippe, ça ne va pas beaucoup me plaire, je crois. Oh, non, mais Philippe, il est là, devant moi. Attends, je ferme la porte parce que... Attends, Bueno,
Mientras este tiempo puedo intentar de traducir un poco lo que dice Mohamed. Está trabajando, como l'a dit. Bon, Cyril, je m'excuse parce que... Il n'y a pas de souci. Attends, j'essaie de faire la traduction. Voilà. Está trabajando con la temática de interés territorial para el desarrollo del sur de Marruecos. Non, mais passe sur la suivante, s'il te plaît, le projet d'observatoire. Merci. Y la idea es de poner en marcha un observatorio territorial en una bahía para ver cómo se puede valorizar un poco el territorio de esta provincia, en el sur de Marruecos, para entender también cómo funciona la comunidad territorial, su información, ayudar a la decisión y cómo colaborar, cómo cooperar a todos los niveles del territorio entre actores locales distintos y también favorizar la participación de los habitantes. Todo eso para entender que estamos en un contexto de oasis, no sé cómo se dice eso en español, lo siento mucho, pero ya tengo restricciones también, pero entiendes, ¿no? Que en el sur este de Marruecos estamos muy cerca del Sahara y del desierto. Entonces, es una valle donde hay varias oasis, ¿no? Se dice así, me imagino. Il y en a 5, hein, Mohamed, je crois, 5 ou 6, si mes souvenirs sont bons, les oasis. Oui, 6. Es un medio ambiente de desierto. Este proyecto, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît? Este proyecto se encaja en una cooperación científica que viene desde mucho tiempo entre su equipo en Marruecos y mi equipo en Francia, el equipo de INTI desde 2008. Tu peux passer à la suivante? Y estaba aquí en el mapa de la provincia para presentar cómo funciona esta zona al sureste de Marruecos. Y no sé si lo veis muy bien, el círculo en verde donde hay Ouarzazate. El Ouarzazate es una zona donde hay muchas películas que se filman ahí, como Gladiator, por ejemplo, y otras grandes películas de este tipo que necesitan desierto y también, sobre todo, una luz increíble. Y como lo veis, estamos al lado de las montañas del Atlas, que son muy, muy altas y muy frías también para el Marruecos, y al lado del desierto del Sahara. À toi, Mohamed. D'accord, merci. Donc, la carte bioclimatique, c'est pour montrer la dureté et aussi la fragilité du milieu, parce qu'on est au plein désert, c'est une région qui aborde le désert, hein, ce que tu avais dit, Cyril. Cette région aussi, c'est une région bien insérée dans le territoire marocain. Elle est la plaque tournante entre le nord et le sud. Pardon. Entre le nord et le sud, c'est le passage des caravanes en provenance du désert vers la Méditerranée, ou la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Donc, c'est une plaque tournante du commerce transsaharien. Ce qui est produit, il y a un retournement de l'espace avec la fermeture des frontières vers le sud. Autrement dit, on a bloqué les voies de communication vers le sud et la région, elle s'est retrouvée dans une situation de déclin, de marginalité et une zone périphérique par rapport au nord du Maroc et par rapport à l'Atlantique. Autrement dit, il y a un glissement des voies de communication vers l'Atlantique. Ça veut dire le passage de la caravane à la caravelle. Et ça met la région dans une situation d'enclavement. La solution ou la question qui se pose, comment désenclaver cette région? Quelle est la production qu'on peut donner à ce territoire? Quel territoire possible au travers de cette situation? Je te laisse, Cyril, expliquer ça. Merci. Entonces, lo que dice Mohamed con este mapa
es que poco a poco con el tiempo se nota mucho que esta zona es en el sur de Marruecos y que se han cortado las comunicaciones, sobre todo las vías de comunicaciones entre el norte de Marruecos y el sur de Marruecos. Y al mismo tiempo se han desarrollado otras vías de comunicaciones del este al oeste, es decir, hasta el Océano Atlántico. Y hay un juego de palabras entre las caravanas tradicionales que puede ser en el desierto y las barcas que se llama caravel, no sé si existe esa palabra en español, es un tipo de barco y dicen ellos que pasan de un tipo de comunicación a otra y que poco a poco se ha cerrado totalmente esta zona del sur de Marruecos como si fue olvidada totalmente del norte de Marruecos y ahora quieren ver cómo se podría abrir de nuevo porque porque es una zona que conoce un déclin, ¿cómo se dice eso? Oración, no sé, ¿cómo se dice? Déclin, bueno, déclin, ¿cómo se dice? Un descanso, ¿no? Descanso, un declive, algo así. Sí, un Declive declive. mejor, ¿no? Quizás. Sí. Y entonces están buscando cómo de nuevo abrir esta zona. Vas-y, Mohamed. Ouais, merci Cyril. Donc, quel territoire on peut produire dans cette situation d'enclavement? Donc, au travers de la coopération scientifique avec l'Université de Franche-Comté, en appliquant bien sûr la méthode catalyse de NTI, on a procédé à un diagnostic territorial, mais en prenant un exemple de tourisme, le développement du tourisme conçu par la population. De ce sens-là, on a réussi à réaliser une enquête de terrain auprès de la population locale. Et dans ce diagnostic territorial, la question qui se pose, quelles sont les attentes de cette population au travers de la valorisation de leur territoire? Autrement dit, quel territoire possible dans ces conditions-là? Donc, ce diagnostic, il nous a conduit à des résultats marquants. Par exemple, 64% de la population enquêtée, 64% de la population enquêtée, ce sont des hommes. 75% par rapport à l'âge, ils ont 20 à 50 ans. 45 ont un niveau de scolarité et d'éducation inférieur au primaire. 80 travaillent dans un hôtel, 60 sont impliqués dans le tourisme. 64 considèrent le tourisme comme une activité secondaire. Par contre, 55% voient le tourisme comme un moteur de développement économique, accroissement du niveau de vie, de développement des infrastructures. 50% croient dans l'impact positif du tourisme, 52% croient 52% des impacts positifs sont économiques, autrement dit, c'est que l'emploi direct. 51% pensent que le tourisme contribue à la préservation de l'héritage culturel. 43% pensent que le tourisme est un facteur d'impact négatif sur le plan environnemental, déchets, etc. Donc, Catalyse, il nous a permis aussi de classifier ces profils. Donc, on a pratiquement 6 groupes. Il y en a en rouge, c'est les opposés. En gris, c'est les préoccupés. En rose, les spectateurs, ils n'ont pas d'avis. En bleu, les oubliés, ils sont complètement oubliés. Et les verts sont opinions. Par contre, la majeure partie, c'est des bénéficiaires. Donc, c'est grâce à la méthode catalyse. Donc, ça, c'est des profils à peu près. Son opinion 249, profil plutôt agricole avec un niveau primaire d'éducation. Personnes habitant, disons, un peu en contact avec le tourisme et n'expriment pas d'opinion nette, sauf sur des questions agricoles.
Les opposés, ils constituent 161 personnes informées mais expriment une opinion négative quant à l'activité touristique. Les oubliés, c'est 249 personnes qui ne se sentent pas partie prenante. Ils n'exercent pas qu'une activité agricole. Les spectateurs constituent de 159 urbains, jeunes célibataires et diplômés, quand même, étudiants et demandeurs d'emploi, non associés au tourisme, jettent un regard critique. Les bénéficiaires, c'est 534 personnes du tourisme, sont des cadres bien installés dans la région avec des familles à charge, principalement les bénéficiaires du tourisme, impact économique, social, environnemental et culturel. Les préoccupés, 119, subissent l'impact négatif du tourisme sur la région. Donc, c'est les profits. Là, je veux passer à quelques exemples de développement au sud du Maroc. Excuse-moi de te couper, mais il faudrait me laisser traduire un peu, sinon ça va être trop long. Vas-y, mon ami. Excuse-moi. No, hay pas de souci. Perdona para todo el mundo, para traducir un poco, porque si no, vamos a tomar demasiado tiempo. Il faudrait que tu commences a la diapositive diagnostic de territoire. Ouais. Entonces, lo que explica Mohamed Udala es que para intentar de ver cómo se podría abrir esta zona, la idea es de trabajar con el método Catalyse que hemos puesto en marcha aquí en Francia, en Bourgogne-Franche-Comté, en la red también de inteligencia territorial desde los años 90, y es un método que voy a presentar yo con más tiempo, viernes a las 9 de la mañana por el horario de Argentina. Y con este método han hecho una encuesta, ¿no? Con la población local, un diagnóstico del territorio para entender las preocupaciones de la gente, las necesidades de la gente, lo que se hace falta y cómo también se podría valorizar el territorio, y con las preguntas que conocéis muy bien también de cuál tipo de territorio posible podríamos poner en marcha ahí en el sur de Marruecos. ¿Tu peux aller a la suivante, s'il te plaît, Odette? Han sacado de este estudio un montón de resultados importantes que no se ven en otros sitios también, y bueno, tenéis aquí un listado de resultados un poco extranjeros para los estudios de este tipo, con, por ejemplo, muchos hombres y mucha gente que no tiene un nivel de estudio alto, etcétera, etcétera. No voy a hacer toda la lista que tenéis justo aquí en la pantalla, pero me voy a hablar más de los perfiles. ¿Tu peux passer a la suivante? Merci. En el método Catalyse, lo que nos importa más es este tipo de análisis, es decir, entender los perfiles de la gente que han contestado a la encuesta, al estudio, y se llama eso un análisis factorial de correspondencias. La idea es de ver lo que los criterios que la gente tiene en común, o sea, criterios que la gente no tiene en común. Y en ese caso, han destacado 6 perfiles distintos de comportamientos de gente en estas oasis, como, por ejemplo, gente que son totalmente al contrario, que son en contra del turismo. La temática principal es el comportamiento de la gente de frente al turismo local, qué pasa, si funciona bien o no. Y en ese caso, voilà, veis aquí un montón de perfiles con más detalles, a gente que no tienen opiniones, gente que son olvidados de este tipo de turismo, y gente que son beneficiarios, que son los más gente que hay para acá. Vas-y, je te laisse continuer, Mohamed. D'accord. Quelques exemples de développement, quels sont les acteurs et les enjeux. Je prends l'exemple de tourisme au sud du Maroc, notamment dans cette région. La photo à gauche ou à droite, c'est
la vallée de Aït Ben Haddou, c'est une voie de passage de communication. Il était vidé de sa population avant 1980. Autrement dit, il n'y avait plus personne qui vit dans cette région à cause de cette situation d'enclavement. Mais l'acteur principal ici, c'est l'État. Pour faire revivre ce territoire, l'État a intervenu par deux choses, le tourisme et le cinéma. Ce village, il était abandonné par les habitants. Par contre, dans les années 80, l'État a mis en place un programme de développement touristique et cinématographique à cause ou grâce au paysage panoramique pour l'attraction des touristes et aussi des producteurs de films pour tourner des films et des scènes dans cette région. Ce programme, son objectif est d'essayer de faire revenir les gens dans leur habitat traditionnel avec une intervention étatique. Donc l'enjeu, c'est de faire revivre ces territoires à cause de la situation d'enclavement au travers du cinéma et du tourisme. Aujourd'hui, avant Covid, Aït Ben Haddou, comme patrimoine national, elle enregistre chaque jour 200 visiteurs de touristes, 200 visiteurs, touristes étrangers et internes. Ça, l'acteur principal, c'est l'État. Ici, c'est le sud du Maroc, c'est le désert, c'est les frontières algéro-marocaines. Ce territoire, il était habité par une population nomade. Il vit du nomadisme. Mais la situation d'enclavement, leur territoire fermé, la question qui se pose pour cette population, quelles sont les possibilités de transformer ce territoire en territoire attractif? Donc, ils ont trouvé la solution dans le tourisme saharien. Je te laisse, Cyril, traduire. Oui. Oui, s'il te plaît, ouais, c'est bien. Ouais. Traduzco un poco. Él va a dar algunos ejemplos del desarrollo de cómo se hace o cómo se ha hecho en esta zona. El primer ejemplo es este pequeño pueblo que veis abajo. Estaba totalmente abandonné, como on dit ça. No había mucha gente, no había nadie en este pueblo. Detrás de estos cambios de vías de comunicación, la gente se ha ido para trabajar en otros sitios y encontrar formas de vivir. Y el actor principal en este caso fue el Estado, que ha empujado, vamos a decirlo así, un nuevo turismo más patrimonial en esta zona y también con el cinema, como os he dicho antes, con Ouarzazate, que es una zona con una luz especial. Y ha funcionado muy bien. Ahora hay 200 personas por día que vienen a visitar este pueblo, que sean del interno, es decir, de Marruecos, o que sean gente de otras zonas de África o de Europa, lo que sea. Y tu peux passer a la suivante, s'il te plaît. Y más abajo, más al sur todavía, ya estamos en el desierto del Marruecos, y es una zona donde viven solamente, la gente vive del nomadismo, con estas ideas de caravanas y de ir de oasis a oasis, et de pequeño pueblo a pequeño pueblo. Et qu'est-ce que tu veux raconter sur cette zone-là? Cette zone, cette population ne connaissait rien du tout par rapport à l'activité touristique, oui, mais voilà. En mettant cette région ou ce territoire dans une zone périphérique marginalisée, ils ont trouvé des solutions. Autrement dit, ils ont transformé les contraintes ou l'atout en mettant en place un tourisme saharien. Et comme ici, l'infrastructure, ce sont des auberges temporaires. Voilà. Et donc,
il y a plus de 350 personnes par jour qui visitent ces territoires avant en Covid. Autrement dit, ils ont trouvé des solutions. Ils ont transformé. Pour répondre à cette question de territoire possible, ils ont essayé de créer un territoire bien maîtrisé et si on peut dire, c'est un territoire consommé aujourd'hui par le tourisme. Ok, es un territorio hoy que, donde han puesto en marcha una lista de albergues, ¿no? En estas zonas para poner en marcha un turismo específico en esta zona de desierto y para transformar un poco toda la zona. Y ahora hay más de 350 personas al día que visitan este tipo de zonas. Je fais vite, mais oui, mais merci Cyril, je te remercie beaucoup. Je passe à un autre exemple, c'est l'exemple de l'agriculture saharienne. La base de l'agriculture saharienne, c'est l'eau. C'est-à-dire, la naissance d'une agriculture au plein désert, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Mais les gens, la population a su s'adapter à ces conditions de vie hostiles. Ils ont créé un système d'irrigation traditionnel. Ici, l'Ikhtara, la photo à gauche, l'Ikhtara, c'est une galerie souterraine pour éviter l'évaporation de l'eau rare qui fait défaut dans ce milieu, et également les tempêtes de sable qui peuvent ensabler les canaux d'irrigation. Et donc, c'est un génie, c'est une création humaine, c'est une intelligence humaine. Il a créé une galerie de souterraines pour irriguer leurs champs. Ici, la photo à droite, c'est une oasis au plein désert, mais c'est une mobilisation collective. Saga, c'est un canal. C'est un canal à ciel ouvert, mais pour l'entretien, ça demande une fortune. Has there been any more research done? You know, where does your research sit within the kind of broader spectrum of research? Are there other people trying? Pardon, j'ai entendu un bruit, Cyril. C'est une mobilité collective, c'est une gestion collective de l'eau de l'irrigation au plein désert. Regardez, ici sur la photo, c'est un canal souterrain qui profite de la pente topographique. Et ici, c'est une canalisation mais à ciel ouvert, mais là, il demande une mobilisation, un entretien quasi quotidien pour l'irrigation. Donc, c'est une mobilisation générale pour l'entretien et pour créer de l'agriculture dans ce territoire. Je te laisse, Cyril, et après je passe. Ok, puis surtout qu'il y a des questions qui commencent à arriver dans le chat, donc c'est bon. Mais tu me dis, voilà. Non, mais on verra ça après. On verra ça après, c'est bien. Mohamed Oudada da también el ejemplo de la agricultura en el Sahara, explicando que aquí a la izquierda tenéis una foto de una forma totalmente tradicional que se llama Ketara, lo hago un poco así, ¿no? sin el acento, que es un sistema de irrigación tradicional que permite de construir galerías, me imagino que se dice así, subterráneas, que permiten de llevar el agua de un sitio a otro sin perder el problema, sin tener el problema de perder un montón de agua con el calor y el sol, y también de no tener el problema de la arena que se pone dentro de los canales y que cierre los canales de irrigación. Y eso es una forma que funciona muy bien, porque el problema de hacer agricultura en el desierto es que es un paradoxo totalmente. Esto normalmente no puede ser. Entonces es complejo en este caso. La foto que había a la derecha, pero Mohamed ha pasado, es otro tipo de agricultura que se hace con la topografía, ¿no? de colinas, por ejemplo, y que aproveche de sitios de este tipo para conservar el agua también
y sobre todo para un manejo colectivo del agua, es decir, que todo el mundo se encaja de conservar el agua y de respetar el agua para tener la agricultura posible en estos sitios. D'accord. Merci, merci et Cyril. Vas-y. Ouais. Donc, je prends un exemple d'une oasis. Le développement agricole, en passant des techniques d'irrigation traditionnelles à un mode d'irrigation plus moderne. Ici, en vert très foncé, c'est la nouvelle mise en valeur agricole en amont de l'aval. Et le jaune un peu foncé, c'est l'oasis traditionnelle. Si on peut dire, l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne. Mais ce qui s'est passé, il y a un déplacement en amont de l'oasis de Fomosguit. En aval, ici, en jaune où il n'y a pas de vert, il y a une oasis traditionnelle qui profite du passage naturel, la cluse de l'eau, et l'homme a réussi à mettre un système bien équilibré. En carré, ici, en gris, quadrillage, là, c'est l'habitat traditionnel, et à côté de l'oasis. Mais ce qui se produit au niveau du territoire, avec l'introduction des nouvelles cultures en amont, a donné des résultats un peu très différents. C'est qu'il a déclaré la mort de l'oasis en aval. Ah ouais. Autrement dit, c'est le déplacement de la population vers le nord. Mais ici, on a renouvelé, on a modernisé les techniques d'irrigation, c'est la motopompe, les photovoltaïques aujourd'hui, et ici, on est resté sur les moyens et les techniques d'irrigation traditionnelles. Autrement dit, c'est la création de deux espaces, deux territoires différents. Chacun sa logique, chacun ses enjeux. Je te laisse Ok, j'y vais. Mohamed explica que con este mapa, que en esta zona antes había solamente la zona que está al sur abajo del mapa, ¿no? Es la oasis tradicional, como estaba en amarillo, y poco a poco ves que había una parte amarillo al norte y una al sur. Y al norte han puesto en marcha nuevos tipos de agricultura, por ejemplo, con paneles fotovoltaicos, se dice así, me imagino, y también con motorización para hacer circular el agua. Y poco a poco son las partes en verde. Y se han dado cuenta que eso ha cortado, ¿no?, el espacio en dos sitios distintos. La gente ha también cambiado de sitio y se fue más a trabajar al norte que al sur. Y ahora hay dos partes totalmente distintas. Había antes una homogeneidad, ¿no?, de las zonas, y ahora hay dos partes distintas que funcionan de manera totalmente distintas. Très bien. Un autre exemple, et avec ce dernier, je veux terminer aussi, mais c'est en relation avec la transformation de la société et de l'espace. Comment l'espace peut être produit, oui, par la population. Oui. Donc, c'est la nouvelle mise en valeur agricole dans la région de sud marocain. Cette région également, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est jalonnée, elle est habitée par une population nomade qui jalonne ce sud marocain. Mais avec sa situation d'enclavement et de marginalité, comment cette population peut s'adapter à ces nouvelles conditions de l'espace? La nouvelle, c'est que cette population nomade,
il n'a pas cherché des solutions dans le tourisme, mais il l'a cherché dans l'agriculture. Autrement dit, ce sont des nomades, mais qui se sont transformés en agriculteurs. Ça veut dire qu'on est passé d'un mode de vie nomade, mobile, à un mode de vie stable. Ils sont devenus des sédentaires. Ils ont trouvé la solution dans leur espace. Cet espace, parcouru par ces tribus nomades, ils l'ont transformé en oasis, nouvelle oasis ici. Donc, l'ancienne oasis, c'est la troisième oasis de la vallée du Dra, avant les deux dernières. C'est l'ancienne oasis, mais aujourd'hui, c'est toute une oasis créée de toutes pièces au sud du Maroc. Mais l'acteur principal, c'est la société civile, c'est la population locale, tribale, berbère du sud marocain. Et la production, elle est destinée à la commercialisation et l'exportation vers les marchés nationaux. Donc, c'est cet espace hier lié au nomadisme, aujourd'hui, il est devenu un espace de production agricole à pour objectif la commercialisation et l'exportation des produits agricoles. Et pendant l'été, par exemple, la pastèque, elle est destinée au marché national, mais aussi européen. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est quelques exemples de la production de l'espace de territoire au sud du Maroc. Mais le moteur principal ici, au niveau touristique et au niveau agricole, c'est la population locale. Pour finir, ce sont eux qui ont pris en charge entre leurs mains leur destin. Ils ont pris entre leurs mains leur destin. Ils ont essayé de trouver des solutions au sein de leur territoire. Et le principal acteur, c'est la société civile. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Mohamed, je vais traduire avant de... Mais pourquoi ils sont devenus sédentaires en fait? Réexplique-moi ça. Parce qu'ils ne peuvent pas bouger, parce que les frontières elles sont fermées. Voilà, c'est ça. Ils se sont mis dans une situation d'enclavement, de blocage. Et c'est des frontières imperméables. Ok. Alors, para finalizar con este ejemplo, Mohamed Eudada explique que en esta zona que es también en el sur de Marruecos, al lado del desierto también, estaba es una población del nomadismo también, gente que se mueve, ¿no? Y que con este problema de encerrada de las vías de comunicación con el norte y esta situación de enclave, ¿no? Finalmente, que viven, han tenido que conseguir encontrar otros tipos de forma para subvivir, ¿no? Y para vivir. Entonces, la zona que hay en verde un poco flujo es la zona de antes de la primera oasis que había para acá, y la gente han buscado otras posibilidades para trabajar y conseguir hacer otro tipo de agricultura, y se nota que está en el WED, en esta zona verde un poco más oscuro al sur, y han puesto en marcha aquí una agricultura nueva, bastante recién, y se nota que el motor principal de este trabajo es la población local, no es el Estado, no son otros tipos de estructura, de institución, son ¿cómo se dice? La gente que viene que es un aspecto tribal, ¿no? Que son berber y que quieren ahora hacer este tipo de agricultura para sobre todo el comercio, es decir, que los productos se venden en el norte de Marruecos, pero también en Europa, hasta Europa. Entonces, para concluir, lo que decía Mohamed es que se nota que hay varios y distintos ejemplos
para poner en marcha territorios posibles en estas zonas, por ejemplo, pero que por él lo que ha visto es que muchas veces depende mucho de la población local y de su capacidad a poner en marcha sus propias iniciativas. Lo traduzco un poco a mi manera, lo siento. Merci. Y dice merci mucho, muchas gracias al Merci. final. Merci. Je traduis un peu comme j'ai pu, hein, Mohamed. Non, mais c'était bien fait, Cyril. Merci beaucoup. Alors, he visto en el chat una pregunta por ahora, pero ya podemos empezar a la torna de cuestiones, de preguntas. Entonces, podemos, yo puedo traducir un poco las preguntas que hay en el chat y si queréis tomar la palabra, se puede también, por supuesto. Yo no puedo, como se dice, dar la palabra a la gente, pero cada uno de nosotros puede, me imagino, poner su micro y hablar si se hace falta. Si os conviene, veo que hay dos preguntas en el chat. Voy a traducir eso a Mohamed y después vamos con más preguntas. Mohamed, il y a déjà deux questions dans le chat. Dis-moi. Donc, ce que j'ai dit, c'est que je vais te les traduire, mais tu peux les lire aussi parce que ton espagnol n'est pas si mauvais que ça. Ah là, c'est très bien. La première, c'est Conrad qui dit, tu sais, sur ta première partie, quand tu parles de l'influence touristique, enfin dans la vallée du Dra, il dit, mais l'influence touristique dans cette région pose le problème et la question, en tout cas, de la disponibilité de l'eau pour les activités traditionnelles, domestiques, pour la population, pour le côté agricole aussi, et pour les services de tourisme. Il doit y avoir une lutte, hein, tu en as parlé souvent, on a lucha pour l'agua. Ouais. Alors, Oui. vas-y, qu'est-ce que tu... Tu veux que je réponds là? Oui, vas-y, Oui. réponds à ça si tu veux bien. Oui, c'est très bien. Franchement, c'est une question très intéressante. Cyril, ce qui s'est passé, c'est que cette région, elle vivait en paix, en fait. Et l'activité principale, c'est l'activité agricole traditionnelle. Et la raison, avec l'introduction c'est un intrus, le tourisme pour la population. Et là, deux conséquences. L'eau et la terre agricole. Elle est devenue consommatrice. Le tourisme, elle est en concurrence sur l'eau avec l'agriculture traditionnelle. Mais aussi, il dévore l'espace voisin comme patrimoine et comme héritage, parce que l'oasis, c'est une production millénaire. Et ces infrastructures et les hôtels qui se construisent, tu avais vu, hein, Mohamed, les hôtels tout le long de l'oasis, ils dévorent ce patrimoine. Et il y a une concurrence sur nous, sur la terre agricole, mais le cheval de bataille, c'était l'eau. C'est l'eau. Ouais. Et aujourd'hui, ça commence à créer des problèmes et on partait chercher de l'eau. Avant, on cherchait l'eau à 15 mètres de profondeur. Aujourd'hui, on dépasse les 100 mètres de profondeur. Et là, il y aura des conséquences. Et ça a commencé une exode rurale, un départ de la population vers les zones littorales. Et ça commence à créer des problèmes même sur le littoral. Donc, essayons-nous de trouver des solutions qui s'inscrivent dans le cadre du développement durable et qui permettent à la population de vivre et de laisser ces territoires continuer à vivre. Voilà. Ok, merci. Para un poco contestar a la pregunta o al comentario de Conrado, Mohamed da la gracia y muchas gracias a este comentario porque sí, es un problema muy importante ahí. Y dice que antes esta zona la gente vivía en paz, totalmente en paz, de la agricultura tradicional. Y el turismo está vivido como una intrusión, ¿no? Y casi un enemigo a veces. Es por eso que el estudio, la temática del estudio estaba en eso, cómo viven el turismo en nuestras zonas. Y hay una competencia importante por el agua, pero también por la tierra agrícola, perdón. Y también esta tierra del oasis es vivida también como un patrimonio, ¿no? Y bueno, el turismo
come poco a poco estos espacios para desarrollar hoteles y he visto en esta zona, yo fui con Mohamed en estas zonas y hemos visto, por supuesto, los hoteles y comiendo las tierras. Antes, para sacar el agua del sol, había que hacer un pozo hasta 15 metros, ¿no? Para sacar el sol en este tipo de oasis. Ahora están a 100 metros o más, 100 o más. Entonces, es un problema muy importante. Y además, hay un éxodo, no sé cómo se dice, pero la gente se va de estas zonas para el litoral y entonces se convierte no en desierto, pero la gente se va poco a poco. Y también eso da un problema al nivel del litoral, porque no hay tanto espacios también para acoger a la gente o edificios para acoger a esta gente. Y entonces es un desafío ahora para encontrar formas para desarrollar las oasis y asegurarse que no hay tan competencia sobre el agua y las tierras agriculturas. Voy a añadir algo que traduzco después a Mohamed. Lo que he visto también en este tipo de oasis, el problema de las basuras, porque el turismo, además, produce un montón de basuras, como todo el mundo lo sabe, y no hay una infraestructura bien hecha en este tipo de zonas para llevar a cabo las basuras y no hablo de reciclaje. J'ajoute, Mohamed, le problème des déchets. Tu te rappelles? Des déchets. Oui, Le problème bien sûr. des déchets, la production des déchets, des tourismes dans ces oasis, c'était assez... Tout à fait. Tout à fait. Vas-y. Je te traduis la deuxième question. Passons à la pregunta de Edier, también. D'abord, il me remercie. Gracias, Edier. Il dit que l'une des grandes problématiques que laisse le tourisme en général est en relation avec l'impact durable, en fait, et les autres aspects socioculturels, tu vois, tous les impacts par rapport à l'environnement, mais aussi au développement durable et puis aux aspects socioculturels. Dans ta recherche, dans ton travail d'investigation, est-ce que vous avez caractérisé, quantifié ou projeté ces différents impacts? Ouais, d'accord. Je réponds? Vas-y. Oui, bien sûr, on a commencé par ces éléments physiques en relation avec l'environnement dans son ensemble, mais aussi on a procédé à la réalisation de l'enquête au travers de quelques questions. Comment ces gens-là voient le tourisme ou l'introduction de l'activité touristique chez eux par rapport au social ou au niveau économique, ce que j'ai projeté, mais au niveau social, premièrement, il a produit des disparités sociales et spatiales au sein des oasis. Ces inégalités et sociales, tous les gens qui travaillent dans le tourisme, ils ont quelque part accès à un niveau de vie plus important que les gens qui vivaient de l'agriculture. Premier résultat. Deuxième résultat, il y a une forte immigration des jeunes vers l'Europe. C'est via le tourisme. Donc, l'objectif, surtout les jeunes, leur objectif, c'est de partir, de quitter le territoire vers l'Europe. Troisième élément, au travers l'introduction de l'activité touristique, il y a une population qui vivait dans un équilibre social dans le bâti, dans l'exur, regroupés. On ne voyait pas les pauvres ou les riches, parce qu'ils vivaient dans un espace intramuros. Par contre, l'introduction du tourisme a permis à des gens qui vivaient de l'activité touristique de construire des maisons sous la forme européenne. Et c'est là où il y a un décalage. On a produit un décalage. On voyait
sur l'espace la différence entre les riches et les pauvres. Donc, l'objectif, c'est de travailler au maximum possible dans l'activité touristique pour réussir sa vie. Et cette réussite, elle se traduit au travers le bâti. C'est des belles maisons en ciment, importées de l'extérieur. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, le tourisme, c'est un élément protecteur des inégalités Oui, d'accord. socio-spatiales. Alors, intento traducir esta parte. Han hecho un trabajo, un diagnóstico físico para empezar, y después esta encuesta a distintos niveles. Y él dice que, para contestar a la pregunta, hay 3 resultados importantes. Uno, que es un resultado social, ¿no? Han visto, ¿cómo se dice? Inégalité. ¿Cómo se dice eso? Desigualdad. Sí, gracias. Desigualdad muy importante entre al nivel social, pero también al nivel espacial. Que, por ejemplo, la gente que viven, que trabajan en el turismo, tienen un nivel de vida más alto que la gente que viven de la agricultura todavía. Eso es un primer resultado. Un segundo fue una migración muy fuerte de los jóvenes de estas zonas para Europa. Es decir, que el turismo también ha llevado un ejemplo de tipo de vida y que dice que los jóvenes tienen como objetivo mayor de irse a vivir al lado en Europa. Y el tercer resultado es que antes la población vivía en el mismo pueblo, de la misma manera, en las mismas casas casi. No había tanta desigualdad y no se notaba si la gente son ricos o pobres, no se notaba diferencias, ¿no? Realmente. Pero con este turismo, la gente que vive del turismo han querido también construir casas, pero casas como en Europa, con cemento, etcétera, y mostrar así que son distintos. Y así se nota mucho que hay una diferencia importante entre ricos y pobres en la misma zona. Y eso son muchos problemas que dan el turismo con esta, ¿cómo se dice? Un poco lo que Gramsci llama la homogeneidad cultural, ¿no? Este ejemplo de cómo se vive en Europa, que no conviene, por supuesto, ahí. Voy a traducir el comentario de Horacio, si os conviene, que está en el chat, y todavía si alguien quiere hablar o discutir, se puede también tomar en cuenta. Alors, Mohamed, je te traduis le commentaire d'Horacio. Il faut que tu prennes des notes parce que c'est un peu long. Il demande si vous avez identifié une évolution dans les relations de participation et de pouvoir entre, tu sais, les fameuses 4 pattes. La evolución de la participación. Ça coupe, Cyril. Hein? Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui parle en même temps. Donc, j'y vais. Alors, la question, c'est ça. C'est est-ce que vous avez identifié une évolution dans les relations de participation et de pouvoir entre les 4 pattes de la table de l'intelligence territoriale, de la justice territoriale? Tu te rappelles, dont parle souvent Horacio, la communauté, l'État, les chercheurs, les éducateurs et les entreprises, dans ce processus de recherche d'action participative. Ça, c'est sa première question. Il en a une deuxième. Combien d'années ce processus, donc depuis combien d'années ce processus existe de manière approximative avec les communautés? Depuis combien de temps en gros? Après, il pose la question est-ce que les pattes communautaires et scientifiques populaires ont avancé avec la population? Et dans quels aspects il y a eu des avancées entre le côté communautaire et les scientifiques, si tu as pu le détecter. Gracias, Cyril, por la traducción. Je ne sais pas si Mohamed a compris. Tampoco sé si las personas de los barrios populares que están aquí presentes han podido leer el chat en español.
¿Se entendió a la gente de barrios populares? La pregunta, ¿pudieron leer la pregunta en español? Si no, hazlo. Porque si no, podemos leer en español también, porque está escrito en chat. Sí. Sí. Yo recién ingreso. Ah, ¿qué tal, Ana? De Puente de Fierro. Lo que cuento en español, simple, es j'ai fait un raconte de Mohamed en español pour le quartier populaire. Es simple, es si Mohamed en su trabajo en Marruecos, ahí en las puertas del desierto del Sahara, él vio que evolucionó la relación tanto de la participación y el poder de las comunidades, de los vecinos y del mundo universitario en la relación con los políticos y con los empresarios. Esa es la pregunta. ¿Y cuántos años hace que él viene trabajando ahí con su grupo? ¿Sí? ¿Y cómo fue esa evolución? Sería así, ¿no? En simple. Merci, Mohamed. Merci, Horacio. Donc, je réponds à Cyril. Hein? Oui. Cyril? Horacio, tu veux... Cyril? Vas-y, vas-y. Oui, excuse-moi parce que je ne te vois plus. Et, donc, je peux répondre aux questions de Horacio. L'évolution des relations entre le pouvoir public, la société civile, les scientifiques et les scientifiques. Et le quatrième, c'est quoi? L'État, le pouvoir, l'État. Les éducateurs, les entreprises. Les entreprises et tout ça. Donc, les quatre. Oui, il y a une évolution parce que l'État a pris conscience de ce retard dans le développement du sud du Maroc. Il a mis en place des politiques destinées à ces territoires. Je prends l'exemple de l'agriculture. Maintenant, il a un programme qui s'appelle le Maroc vert et l'État, puis la société civile et les entreprises qui travaillent et qui opèrent dans l'agriculture, ils peuvent bénéficier d'une aide de l'État pratiquement dans l'aménagement et aussi dans la commercialisation, mais surtout dans l'aménagement. Par exemple, une communauté qui veut mettre en place ou il veut mettre en valeur des terres qui sont destinées au parcours ou ils sont marginalisées, mais au service du développement agricole, l'État finance à 100% l'aménagement hydraulique de cet espace agricole. Pour les entreprises qui opèrent dans le domaine agricole, il y a des points de collecte et de vente. Hein? L'État a essayé d'organiser la société civile dans le cadre des coopératives. Il a mis un système d'impôt performant, si j'ose dire, mais qui essaie de faciliter la vente et aussi la valorisation de produits agricoles de cette entreprise ou bien cette association, etc. Par rapport aux scientifiques, la porte est ouverte dans le cadre de recherche, mais académique et scientifique. Je pense qu'il y a une évolution dans ce processus. Il y a un effort de l'État, mais qui essaie d'organiser de sa société dans des institutions, etc. Et aussi un système financier par la mise en place et l'aménagement hydro-agricole de cette activité agricole. Deuxième question, combien d'années le processus a commencé? Si j'ose dire, et je peux le dire également, le processus a commencé avec le protectorat, parce que la France, à l'époque de la colonisation, a créé du Maroc, a divisé le Maroc en deux, le Maroc utile et le Maroc inutile. Le sud du Maroc, surtout la version sud du Haut-Atlas, c'est une région inutile. Inutile économiquement. Et ce processus a continué après l'indépendance, mais dans les années 80, à partir des années 80 et surtout les années 2000,
Là, l'État a essayé de combler et de rattraper ce retard créé dans l'infrastructure, etc. Troisième question, l'avancement. Excuse-moi, Mohamed. Oui, Excuse-moi, Mohamed. La question d'Horatio, c'était toi, avec ton équipe d'investigation, depuis combien de temps tu mènes ce type de travail avec les communautés locales? Tu sais que ce triple événement est placé beaucoup sur la question justement de la relation aussi de la société civile avec la société de la recherche, pour le dire comme ça rapidement, et qu'il y a une forte participation des communautés. Donc la question, c'est vraiment, je pense qu'Horatio, je pense ne pas trahir ta question, Horatio, en recentrant sur les communautés locales. D'accord. Ce processus, j'ai commencé en intégrant l'université. Je l'ai commencé en tant que chercheur à l'université de Provence, parce que la force, c'est le local pour moi. Cette interaction entre le global et le local, pour moi, dans ma recherche de thèse, de doctorat, c'est le local. Donc, j'ai commencé depuis la thèse, mais je l'ai renforcé en intégrant l'université à Ouarzazate par cette collaboration, et je continue aujourd'hui. La source de l'information pour moi, et cette collaboration avec la société civile continue aujourd'hui dans ce sud marocain par la création. Par exemple, aujourd'hui, on essaie de mettre en place un musée local qui met en valeur tout ce qui est savoir ancestral de la région. Donc, j'ai commencé depuis mes premiers pas à l'université, mais je l'ai renforcé en tant qu'enseignant-chercheur à l'université, et également avec la collaboration avec entre l'université de Franche-Comté et l'université de Lausanne. Voilà. Alguien tiene su micrófono abierto y tenemos un montón de ruido. No sé quién es, pero si se podría cortar, sería muy bien. Muchas gracias. Alors, voy a intentar de traducir lo que decía Mohamed a la contestación a las preguntas de... Mohamed, c'est chez toi qu'il y a du bruit? Oui, parce qu'il y a une manifestation contre une loi. Contre quoi? Contre une loi qui oblige les jeunes d'avoir des mentions au baccalauréat, licence, pour intégrer l'enseignement, pour être éducateur. Bueno, no, je vais expliquer a tout le monde. No, el ruido, perdona a todo el mundo, el ruido viene de Mohamed, tienes razón, Fede. Viene de Mohamed. Hay una manifestación detrás de los alumnos en su universidad, porque hay una nueva ley que necesita que los alumnos tengan unas, ¿cómo se dice? Ils sont contre la loi. ¿Ah? Oui, mais c'est, bueno, una ley que... A la faculté. ¿eh? Sí, voilà. Que pregunta que los jóvenes tienen otras opciones específicas para después entrar a la facultad. Entonces, no están de acuerdo y hay una manifestación detrás. Entonces, lo que decía Mohamed, hacemos de todo, hacemos de todo. Es que el Estado en estas zonas ha tomado conciencia poco a poco de lo que pasaba. Y quieren ahora poner en marcha desde algunos años que se llama un programa de Marruecos verde, poner el Marruecos en verde. Y eso quiere decir dar ayudas para la adaptación, para el equipamiento, por supuesto, antes que todo a la sociedad civil, a la gente, ¿no? A la población, y también a otros tipos de empresas, enfin, otros tipos de actores como empresas, por supuesto. Son ayudas, por ejemplo, para poner en marcha espacios y equipamiento hidráulico, este tipo de cosas. Por el trabajo con la gente, las poblaciones, decía Mohamed que él trabaja con los terrenos desde que él tenía un puesto de docente, de investigador.
en su universidad en Marruecos desde el inicio, ha querido trabajar con el terreno y, por ejemplo, están haciendo ahora mismo con la población, intentan de poner en marcha un museo para conservar y explicar también este tipo de patrimonio local que hay en los oasis, por ejemplo. Y si no, de manera más global, él ha explicado que esta situación viene del protectorado, me imagino que se dice así, de cuando Francia estaba ahí en Marruecos y que la gobernanza de Francia había decidido de compartir Marruecos en dos Marruecos, el Marruecos útil y el Marruecos inútil, al nivel económico, por supuesto. Y ellos lo que han dicho es que el sur de Marruecos, con su desierto y todo eso, es demasiado complejo. La gente que son del tipo nomadismo nos da igual, no nos interesa, entonces dejamos a esta gente ahí y damos el empuje económico al norte de Marruecos. Y eso viene desde esta época. Y Mohamed dice que el Estado ha tomado mucho tiempo para darse cuenta que no es así que tiene que funcionar sus espacios y que hay que tomar en cuenta lo que pasa por aquí en el sur de Marruecos. Y dice que es sobre todo desde 2000, los años 2000, que han tomado en cuenta todas esas historias y que empujan para ayudar. No sé si traduzco todo. Gracias. Mohamed, je vais parler petit en español y après en français bref. Porque nuestra preocupación es que los proyectos de investigación duran poco. Entonces, los vecinos, las comunidades dicen, bueno, vienen 1 año, 6 meses, 2 años y se van. Y por eso preguntaba por el tiempo. Y nosotros tenemos solo 5 o 6 años. Creo que vos tenés como 20 años en el mismo lugar. Ce que je dis, c'est que notre préoccupation en Argentine, c'est que la recherche, ça dure 1 année, 2 années, 3 années, et après, la communauté, on dit, bon, on part, on laisse, on nous oublie. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, je crois que tu avais dit que tu travailles depuis 20 années. Par exemple, pour Puente de Fierro, pour Bariloche, Santiago del Estero, c'est très important la duration des rapports entre la communauté locale et les universités. Es muy importante la relación de muchos años y no de pocos años entre los vecinos, los referentes y la universidad. C'est ça la direction de mon question. Ta question, oui. Et je peux te dire que cette recherche a permis de créer des amitiés qui continuent aujourd'hui au-delà du scientifique. Et pour moi, c'est très important parce que ce rapport scientifique-territoire ou les acteurs de territoire, c'est un moteur de développement parce qu'il revient vers vous, vers le scientifique. C'est une question importante, Horacio. Les solutions se trouvent également dans la recherche. Et moi, pour moi et pour le labo, le plus important, c'est ce rapport avec les communautés et surtout les acteurs. On peut pas nier le rôle de la population locale dans le développement de leur région, mais via le scientifique, via les éléments scientifiques, via les résultats scientifiques qu'on a obtenus au travers la recherche. Je vais traduire, Mohamed, aussi un petit peu, sauf si tu veux le faire, Horacio, mais sinon je vais traduire. Vas-y. Si je peux me permettre, il y a une dimension qu'il faudrait ajouter à ce que tu viens de dire, aussi dans l'accompagnement, c'est le fait que, tu me dis si je me trompe, mais ça devient plus facile maintenant pour vous, chercheurs, d'aller sur le terrain, parce qu'à une époque, l'État et ses représentants locaux voyaient ça d'un très mauvais œil. Oui. Tu es d'accord avec ça? Oui. On peut le dire, ça. Oui, il n'y a pas de souci, oui. Oui, voilà. Mais c'est une évolution. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est une évolution aussi, parce que... Alors, intento traducir lo que decía Mohamed. Él decía también que trabajando con la gente de terreno, poco a poco,
han tenido, bueno, no, tienen ahora amistad, ¿no? Con alguna gente y ahora enlaces con gente de terreno, redes que se ponen en marcha y entonces intercambios y cuando hay preguntas saben que tienen alguien con quien pueden hablar en la facultad, en la universidad, etcétera, etcétera. Y por lo que he visto, he pedido el derecho para decir otra cosa también con Mohamed, es que con el tiempo ellos al nivel de científicos, de investigadores, tienen más facilidades para irse al terreno, porque muchas veces antes era difícil y conocemos todos terrenos donde hay bastante dificultades para ir a trabajar y a entender lo que pasa con las poblaciones locales. Hay zonas, por ejemplo, en Algeria, donde no se puede ir. Hay zonas en Tunisia donde no se puede ir tampoco. Y si queréis ir a hacer una encuesta de terreno, hay que dar el ojo bueno, preguntar si se puede, tener derechos, etcétera, etcétera. Y en el caso de Mohamed, él ha tenido que negociar con las autoridades locales, incluido autoridades de tribal, ¿no? Se puede decir así, y también a nivel de las religiones, para tener derecho a hacer encuestas, hablar con la gente y poner en marcha este tipo de intercambios. Entonces, no es fácil para nada, ¿eh? Las patas a veces no es fácil. Sabes que, Mohamed, Oui. la reivindicación, la lucha y la reivindicación en sí, acá, sé de que le CONICET, l'organisme national de la recherche, je ne sais pas comment s'appelle le CONICET au Maroc, nous donne l'appui pour que les jeunes chercheurs travaillent avec les populaires, avec les peuples, mais pas dans un projet d'une année, 2 années. Il faut soutenir pendant 10 années, 20 années ces travaux. En espagnol, c'est que la lucha y la reivindicación